Preview des finales NBA. Une preview. Un jour, une preview, une finale. Yes, sir. Même si on dit des finales. Des finales, car plusieurs matchs, un vainqueur, 2 équipes. On s'installe tranquillou bilou, mesdames et messieurs. Vous êtes bien là pour cette preview de la finale NBA 2023 entre les Denver Nuggets et le Miami Heat. Fallait l'annoncer, celle-là, il y a 2 mois. Il n'y a pas grand monde qui a annoncé cette finale. Je peux même te dire combien. Combien ? Vous avez été plus de 40 000 à participer au Bracket Contest Challenge et il y a 23, je dis bien 23 personnes qui ont été récupérées, Nuggets, Heat Nuggets. qui ont dit Heat Nuggets en finale. Ça, c'est quand même sacrément balèze parce qu'on avait demandé à ce que vous puissiez jouer avant le Play-in Tournament. Voilà, il y a de l'expertise. Balancer mi-avril, Miami-Denver en finale, soit c'est de l'alcoolémie, soit c'est de la folie, soit c'est de l'expertise. On est des trois en même temps. Ou peut-être un peu des 3. Exactement. Ouais. Tout à fait, tout est possible. Ou un fanatisme très certain. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se régaler avec cette finale NBA. Alex, on va faire comme d'hab, respecter le modèle des anciennes previews avec de la dynamique de 2 équipes. Dynamique, exactement. Là, il y a de quoi dire, parce que les 2 équipes, donc par définition, ont joué 3 séries chacune en play-off. Exactement. Ensuite, tactico. Le point tactico-technique dans les Exactement. bureaux de Mike Malone et de Monsieur Alex Entre Spoelstra. 2 équipes qui rigolent pas tactiquement. Donc il y a de quoi faire et de quoi dire. Exactement. Ensuite, petit Factor X. On va sortir les jumelles pour savoir quel joueur va nous intéresser plus que d'autres. Qui va faire la différence et repartira peut-être avec le trophée 2 d'MVP équipes final. blindées de Factor X. Blindé de Factor X. On ne sait pas. Caleb Martin. Caleb Martin va-t-il continuer sur sa série lancée? Christian Brown va-t-il devenir une légende dès sa saison rookie? Ce qui est sûr, c'est qu'on finira avec un prono. Un pronostic, l'avenir, comme toujours depuis qu'on pronostique le Heat dans ses playoffs. Toujours au rendez-vous. 100% de réussite sur Miami. Voilà. 3 séries pronostiquées contre eux pour Alex et Vivi. 3 séries où ils passent. 3 fois où ils disent Alex Sébastien. Boum. Merci pour votre avis illuminé. On va se régaler, Alex. On était ensemble pour commenter ce Game 7 à Boston. Vous inquiétez pas, les fans des Celtics, qui sont je crois qu'ils viennent d'arriver à Cancun là. Oui. À Cancun et voilà. On va voir combien de temps ils vont y rester, dans quelle ambiance ça va être et tout. On va voir comment va être l'été des Celtics. Ça fera peut-être l'objet d'une petite discussion à un moment donné. On va leur laisser un peu le temps de digérer. Il y a Jaylen Brown qui leur a envoyé à manger pendant 2 semaines là, donc on va attendre. Il aura surtout donné de quoi se construire une petite cabane de vacances. Ah bah il y a tout ce qu'il faut là. Ils sont parés contre tout type de tempête. Ce qui est donc sûr, c'est qu'on va commencer tout de suite, si ça te va, avec la dynamique des équipes. Ouais. Classique de chez classique. Nous avons 2 franchises qui sont en finale NBA. Mesdames et messieurs, est-ce que Jimmy Butler va avoir enfin sa bague de champion? Est-ce que Nikola Jokic va ponctuer ses finales NBA? Je te propose de parler de l'équipe qui a quand même joué le plus récemment, Miami. C'était hier soir. Ils ont réussi, Alex, le 8e de l'Est. Après les Knicks de 99, sont en finale NBA. 7e de l'Est. 8e seed de playoff. Je chipote. C'est la réalité. Oui. C'est-à-dire que non seulement ils n'étaient pas 8e en régulière, mais ils ont trouvé le moyen de perdre au play-in d'abord contre le 8e. Ben oui. Au calme. Ils n'ont même pas été très bons en play-in, le Heat, franchement. Ah bah non. Là, ils passent contre les Bulls. Et on est à quelques rebonds dans Ray Drummond de se retrouver avec le Heat qui vise la draft. Ouais. Ah non mais c'est fou. Début avril, Miami se demande s'il faut conserver le pic et à essayer de le gratter un petit peu avec du semi-tanking de fin de saison. C'est ça. Aujourd'hui, t'es en finale NBA. T'es en finale NBA. Quel parcours? Tu es la 2e équipe de l'histoire à atteindre les finales après avoir démarré les playoffs à la 8e position. T'as jamais eu l'avantage du terrain, tu t'en bats les reins. Exactement. T'as beaucoup gagné à l'extérieur. Ah ouais. Ils ont gagné à l'extérieur dans ces playoffs. Tout à fait. Et dans des registres assez différents, Alex, puisqu'on a eu Milwaukee au premier round avec le démantèlement de Mike Budenholzer et de Giannis Antetokounmpo, Bud qui aujourd'hui n'est plus en coach. Général. Tout à fait, qui n'est plus le coach de Milwaukee. Donc les Bucks en général, en effet, qui ont pris tarif dans un registre assez particulier. Il fallait se défaire de Giannis le monstre. Il y a eu des blessures, des retours. Il fallait les tuer en étant clutch. Ils l'ont été contre Milwaukee. On avait pronostiqué contre eux. Ensuite, ça a joué les Knicks. Les Knicks. Série très bien maîtrisée également. La plus facile des 3. Probablement, même si le score est plus flatteur pour les Knicks que celui des Bucks, mais probablement la plus facile, étant donné que les Knicks n'ont jamais tellement donné l'impression de tant que ça pouvoir tenir dans cette série. Moi j'étais assez surpris, je pensais que les Knicks pouvaient faire mieux. Après faut aussi, on va en parler dans cette preview, le Heat fait déjouer ses adversaires.
Ouais, ça. Les Knicks en sont une des preuves les plus flagrantes. Et Boston aussi. Et Boston aussi, tout à fait. La série gagnée 4-3 au bout d'un Game 7 à l'extérieur après avoir mené 3-0, mais s'être fait remonter à 3-3 avec donc vraiment le côté montagne russe de cette série. Le momentum était vraiment pour les Celtics avec 3 matchs de suite gagnés, la remontada en cours et le Game 7 à domicile. Miami, ils ont fait non. On s'est mal compris en fait. On est la meilleure équipe de cette série, on est la meilleure équipe de ces playoffs à l'Est. Tout à fait, on ne va pas choke, d'accord? On va gagner 4-3, comme annoncé. Lorsqu'on parle de dynamique, on parle de corps et d'esprit. Je sais que vous aimez les grandes phrases comme ça. Lorsqu'on parle de corps, forcément on parle de fatigue. Alex, on l'a vu sur la fin de série contre nos amis de Boston. Miami a beaucoup quand même lâché dans ce run de playoff. On a vu des joueurs qui tirent un peu la langue, on a eu des frayeurs sur notamment la papate de Gabe Vincent, on a vu un Bam Adebayo qui avait l'air de surchauffer, on a même eu Jimmy Butler se faire la contre cheville. les Knicks, il se fait mal à la cheville. Hein. Bien sûr, on a des incertitudes. On sait que certains ont posé la question hier en live. Tyler Hero pourrait viser une éventuelle présence sur Game ces 3, finales. là, ça parle là. Ça parle de Game 3, mais bon, pour le moment, il n'est pas là. Donc niveau physique, la dynamique du hit, t'as quand même beaucoup donné pour ramper jusqu'à ces finales NBA. Le Heat a déjà joué 3 matchs de plus que Denver. Oui. Donc ça compte dans les dynamiques. On va en parler après pour Denver. Le Heat, par contre, arrive très en rythme. Oui. Forcément. Mais abîmé. Avec des incertitudes sur des joueurs. Tyler Hero, Gabe Vincent, on va voir. A priori, il a fait un Game 7, il avait l'air en forme. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas. Bien sûr. Mais bon, il faut quand même surveiller. Ouais. Mais donc, comme je disais, c'est de corps et d'esprit. Parce que de corps, t'es un peu fatigué. Par contre, t'en as parlé avec moi une fois qu'on a arrêté le live. Quand Miami prend le trophée là, de champion de la conférence Est, ça focus. L'état d'esprit du hit, là, c'est... Ouais, ok. Il nous en faut 4 de plus, là, maintenant. On n'a rien fait encore. Non, mais Jimmy Butler, il a à peine fait un sourire. On lui a filé le trophée de MVP des finales de conf. Il a fait, d'accord, alors attendez. Juste, il reste une série. Voilà. Merci. Bon. Bien allez, sûr. on a un avion à prendre, nous. Tout à fait. C'est ça, vraiment. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour celles et ceux qui ne le suivent pas sur Instagram ou qui le suivent peut-être, il fait le décompte. Hein. C'est-à-dire que là, pour ceux qui le voient peut-être, à chaque fois qu'il fait un post en sortie de victoire, il dit plus que 7, plus que 6, plus que 5. Pour lui, c'est très bien parce qu'il avait annoncé il y a un an, frustrant après le shoot à 3 points qu'il avait loupé. On va se retrouver dans un an et cette fois, on va faire le travail. Il est fait. Mais tu as un sentiment en effet que Miami, là, ils ont certes un peu les jambes lourdes, mais pour eux, la mission est loin d'être terminée, quoi. Loin d'être terminée. Et voilà, ils veulent pas s'arrêter là. Il y a toute l'expérience aussi de ce groupe qui pèse, là. C'est un sujet dont on va reparler également dans cette preview, l'expérience du hit. Il y a de la concentration, de l'expérience. Ils sont focus sur un objectif. Ils savent le coût et le prix qu'il va falloir payer pour aller au bout et aller chercher cette bague. Ils sont rebelotes dans une série qu'ils vont commencer à l'extérieur. Forcément, hein, tu démarres 8e, hein, ça c'est sûr que tu commences des séries à l'extérieur. Rebelotes dans une série qu'ils vont commencer à l'extérieur. Ce coup-ci c'est à l'ouest, pardon. Mais concrètement c'est la même chose pour eux. Ils arrivent à Denver, il y a 2 matchs à Denver, il faut en prendre un des deux. Il faut. Voilà. Et donc si on regarde la dynamique sur l'ensemble des playoffs, Game 1 à Milwaukee, Game 1 à New York, Game 1 à Boston. Hop là, dès que tu démarres la série, Miami, la dynamique elle est claire. Il faut qu'on prenne l'adversaire par surprise et qu'on prenne un des deux pour reprendre l'avantage du terrain. Denver qui a gagné tous les Game 1 depuis le début des playoffs à la maison. Hein. Ah, il faut pas louper du tout le jeudi soir. Denver n'est pas non plus un client chez qui tu te pointes comme ça en mode bon. Alors, on va prendre la win. On vous prend par surprise, non, ouais. non. C'est pas le même client. Tout à fait. Et justement, belle transition. On va parler de nos amis les Nuggets qui sont. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas joué là, Denver? Des chips, ils boivent de la binouse depuis 10 jours, les types. Ils auraient eu le temps d'aller à Cancun et de se faire une petite semaine. Ah oui, mais ils l'ont probablement fait. Hein. Ouais. Ils n'ont pas joué depuis le 22 ou le 23 octobre. Mai. Le 22 ou le 23 mai, ils n'ont pas joué. Donc quand le Game 1 démarrera, ça fera 10 jours, grosso modo, qu'ils n'ont pas joué. Repos total. Et ça n'enlève en rien la dynamique excellente de Denver au-delà de cet aspect repos. Tous les challenges qu'on a mis sur la route de Denver, ils les ont pris, ils les ont assurés. On avait vu premier tour contre Minnesota, on voulait 0 frayeur, on a eu 0. On a vu contre Phoenix qu'il y avait une blessure pour Chris Paul et qu'il fallait appuyer là où ça fait mal. Ça appuie où ça fait mal. Exactement. Et alors au moment où tu commençais à bien gérer les Lakers et que tu pouvais, odeur du sang, terminer la bête, c'est un sweep retentissant. Un sweep retentissant.
avec des matchs serrés, avec plein d'éléments qui ont joué en leur faveur. Mais ce qui est très intéressant, c'est que collectivement, Denver propose un basket absolument incroyable de fluidité et d'efficacité en attaque. Bien sûr. Avec un patron Jokic qui est monstrueux depuis le début des playoffs. Niveau de confiance et maximum. un lieutenant Jamal Murray qui est monstrueux aussi depuis le début des playoffs. Tout à fait. Ça au moins, les deux sont au rendez-vous là pour l'instant. Les deux patrons sont au rendez-vous, le coach est au rendez-vous et les soldats autour aussi. On sait avec Kentavious Caldwell-Pope ce qu'on va avoir. On sait que Aaron Gordon et Michael Porter Jr. font des bons playoffs dans leur registre, chacun un petit peu des efforts défensifs de MPJ, un bon scoring. Aaron Gordon toujours en mission à droite à gauche. On sait que Kevin Durant a parlé quand même du travail qu'a fait Aaron Gordon sur lui. Ouais. Donc vraiment côté Denver une excellente dynamique. Et tout. Ouais. Il y a vraiment un groupe complet qui taffe. Complètement. Et pour autant, on les a vus eux aussi là sur le parquet des Lakers, donc récupérer leur trophée de vainqueur de la conférence Ouest. Ils n'étaient pas en train d'exulter les types. Non, un peu plus que Miami. Tout à fait. Quelques sourires parce que quand même c'est une équipe qui a rêvé d'accéder aux finales NBA. Ce sont quand même les premières finales NBA de l'histoire des Nuggets. Tout à fait. C'est que Miami. Lauri, il sait ce que c'est. Haslem, il sait ce que c'est. Butler, il sait ce que c'est. Adebayo, il sait ce que c'est. Kevin Love, il sait ce que c'est. Tous ces garçons, la plupart, connaissent les finales NBA. Caleb Martin, sait pas ce que c'est, mais il en a rien à battre. Tout à fait. Duncan Robinson, il les a déjà fait dans la bulle. Donc la plupart, les finales NBA, ils sont là, genre, on se retrouve. Pour Denver, t'avais le sentiment de. Et les gars, quand même, c'est beau. D'ailleurs, t'avais apprécié, je crois, comme tu me disais, le fait de donner le trophée à Mike Malone. Ouais, je trouve ça bien que le groupe se mette derrière son coach et on voit Mike Malone qui soulève et tout le trophée avec tout le monde qui a l'air content ensemble et tout. Donc, mais sans effusion de joie outre mesure. C'était pas genre on est en finale. Tu vois, non. Ils sont en mode Focus et sérieux. Ce qui est très important parce que vu la période de 100 matchs qu'ils viennent de vivre, c'est pas si simple de rester focus. Tout à fait. Tu peux vite perdre ton rythme. On va voir comment ça va se passer dès le Game 1. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Denver a l'avantage du terrain, puisque comme Alex l'a dit, Miami a démarré 8e ou plutôt 7e. Avec le play-in, ils ont été 8e de conférence. On peut parfois se baser sur ce qui se passe en saison régulière, juste sur un ou deux petites match-up. Les deux équipes se sont affrontées. Vu le hit, c'est pas sûr que ça soit si pertinent. Vu la différence entre le Miami Heat et les Heatles qui sont en train de jouer sur ces playoffs, on verra. Mais il y a eu deux matchs remportés tous les deux par Denver, 112-108, puis 124-119. Des matchs qui peuvent être serrés avec des joueurs évidemment qui étaient présents à l'époque, Tyler Hero, notamment à qui on pense. Là, ça va être un peu plus compliqué, mais en tout cas, sur la dynamique, pour finir, il y avait un point que tu mentionnais hier en live et on a pu un peu en discuter sur les réseaux. Il y a le sentiment qu'on peut voir, lire ou écouter d'une finale pour certains qui n'est pas ultra flashy, etc. Mais alors, en termes de basket, de flashy, tactique... c'est-à-dire, tu veux dire les noms des équipes. Les noms des équipes. Il y a des gens qui vont dire ça. Mais comme on l'a dit tous les deux hier en live, en termes de basket, de tactique et de beauté de ce que c'est capable de faire collectivement, mais ça peut être sublime là ce qu'il va nous offrir. Disons que s'il y en a qui pensent qu'elle ne vaut pas le coup d'être regardée, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Son choix. En attendant, s'il y a des finales, elles seront diffusées. Il n'y aura aucune difficulté pour les voir comme toute autre finale NBA de ces dernières années. Et en plus, effectivement, comme tu le dis, on a deux équipes magnifiques qui vont pratiquer du super basket offensif et défensif. Des deux côtés du terrain, ce sont des équipes qui sont très capables de s'adapter ou d'essayer d'imposer leur plan de jeu. Il y a des grosses stars qui font des immenses campagnes de playoffs. Donc, quand même, je veux dire, Jimmy Butler qui enfile une bague là dans 15 jours, c'est propre quand même, non ? Je crois. Un run pareil là, en partant de où il part, c'est énorme. Et Jokic, en jouant comme il joue, en mode éléphant dans l'atelier de porcelaine et tout, en faisant les passes qu'il fait et en scorant comme il score là sur une patte ou quoi, là il enfile une bague après un run de playoff pareil. C'est un truc de fou furieux. Jokic qui fait ce run de playoff alors que Embiid est MVP de la saison régulière. Le message est assez clair, je pense. Vous êtes trompés. Non, mais bon. Donc, oui, non. Moi, perso, j'ai très hâte de ces finales. Bien sûr, ça va être formidable. Je suis très content de voir ces deux équipes. Juste pour finir les dynamiques, Denver est favori quand même. Entre l'avantage du terrain et tout, le fait que l'équipe soit au complet et compagnie.
Denver est favori. Ça veut pas dire qu'on va les pronostiquer vainqueurs. Bien sûr. C'est juste pour dire qui est favori comme ça en amont de la série. En amont de la série, je te suis. Denver est favori. C'est la meilleure équipe de la conférence Ouest. Numéro 1 seed, avantage du terrain. Ils sont là, ils se sont reposés. Ils ont beaucoup de choses à leur avantage. Maintenant, on va en parler tout au long de la preview. Il y a un facteur expérience qui est beaucoup plus en faveur du Heat. À l'avantage du Heat sur bien des positions de ces deux franchises. Mais oui, Denver est favori. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Wow. Ok. Bien. À confirmer. Voici pour la dynamique des équipes. Est-ce que ça dit qu'on parle tactique? C'est l'heure du point tactico-technique. Oh là là, je sens qu'on va se régaler. D'ailleurs, on en parlait juste un tout petit peu en off. Série pour ça. Tout à fait, on en parlait même en off un peu avec Léon. Toi, tu les as vus un petit peu. Là, Denver, ils t'ont pas mal impressionné si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Léon, il a bien kiffé. On va parler justement dans les bureaux de messieurs Mike Malone et Eric Spoelstra. Mais allez, le Heat, oh là là là, il veut que Miami passe. La Heat Nation, vous allez sur @Ball Never Lies, il vous répondra dans le quart d'heure. On va du coup parler de points tactico-techniques dans cette section, c'est simple, on est sur le parquet. Ouh là là, il y a de l'ajustement, il y a 2 très gros cerveaux à la tête de ces navires. Alex, quel est ton point tactico-technique? Ça concerne le Heat, ça concerne aussi les Nuggets, mais je veux dire, c'est le point de vue côté Heat. Comment faire déjouer les Nuggets? Je m'explique. Depuis le début de ces playoffs, bon, nous, on a pronostiqué contre le Heat, à chaque fois on s'est fait surprendre, on n'est pas les seuls d'ailleurs à se faire surprendre par ce Heat, les adversaires aussi se font surprendre, et surtout les adversaires ils déjouent. Le gros point fort du Heat, au-delà de certains matchs absolument fabuleux en termes de réussite à 3 points et tout, c'est de, quoi qu'il arrive en attaque comme en défense, de faire déjouer l'adversaire. C'est ton plan de jeu? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ton plan de jeu? Ouais, bof. Bah écoute, tiens, on a ça, ça et ça. Tu vois, on va te faire chier. Et donc, on les a vus, par exemple, contre Boston. Boston, pour des raisons que je trouve vraiment tristes et presque inexplicables, a extrêmement mal attaqué les séquences de zone défensive du Heat. C'est vrai. Là, par exemple, libre à eux de recommencer contre les Nuggets. Attention. Mouvement de balle, c'est pas le même. Les shooters, c'est des baisers aussi, nos amis les Nuggets. Jokic, une zone... T'inquiète pas que lui, ça va pas être comme à Ford et Robert Williams ou je ne sais qui, il va venir poste haut pour casser la zone et tout. Et donc si tu fais de la zone, par définition, l'espace un peu poste haut autour de la ligne de lancer est souvent l'espace le plus disponible. Oui. C'est l'espace dans lequel Nikola Jokic doit être le plus dangereux. Oui. C'est l'espace dans lequel Nikola Jokic est probablement le joueur le plus dangereux de la ligue. Donc la zone, tu vois, compliqué. Je dis pas qu'ils vont pas en faire à Miami. Attention, Spoelstra est en train de regarder l'apéro, il est mon pote. Tu vas voir. Je vais te mettre une 2-1-2, comme on faisait nous en départemental ou en régional, on faisait de la 2-1-2. Bien sûr. 2-1-2 pour niquer le... Bref. Box and one, il va tout tester. On rappellera la référence, vous l'aurez ou pas. Ils ont aussi su jouer physique et dur et tout contre, par exemple, les Knicks qui ont du mal à mettre les efforts qu'il fallait, l'intensité et tout. On a vu depuis le début des playoffs que les Nuggets, ils ont de la longueur, de la taille et de la longueur. Tu vois, quand tu as Michael Porter Jr. en 3, Aaron Gordon et Jokic, c'est grand, c'est plus grand que le Heat. Ça peut poser aussi des problèmes au Heat. Ensuite, ils vont avoir le souci de Jamal Murray. C'est qui défend Jamal Murray? C'est Gabe Vincent? C'est Max Truss? Tu vois, c'est ce genre de gars potentiellement qui va devoir s'y coller, à moins que tu envoies Butler en mission, on verra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'un des angles, et c'est sûr que Spoelstra est déjà sur le coup, c'est comment je vais faire déjouer ces Nuggets qui c'est trop facile pour eux pour l'instant. Comment on va leur rendre les choses difficiles? Comment on va réussir à faire ce que les Wolves ont fait à un poil vite fait, ce que les Suns n'ont quasiment pas réussi à faire, et ce que les Lakers, grâce à du Anthony Davis ou quoi, ont un peu fait, mais sans réussite, sans gagner de match, quoi. Donc là, c'est tout le truc. Quels sont les coups que Spoelstra va sortir de son chapeau, où on va se dire « Ah, c'est bien joué, regarde, ils sont dans la merde. Les Nuggets sont obligés de s'adapter, ils sont obligés de jouer sans machin, ils sont obligés de changer leur rotation ou quoi. » Ils ont été très forts à ça. Et donc moi, c'est ma grande curiosité. J'ai quelques idées de pistes. Je pense que la zone, c'est très... Tu as quoi? La zone, je pense que c'est très compliqué vu le profil de Jokic. Je dis pas que c'est pas possible, mais face aux Celtics, donc personne n'est venu trop demander la balle poste haut, ce qui, à mon avis, est une énorme erreur. Et on a vu très peu de coupes aussi backdoor. Ça fait 2 énormes erreurs pour niquer une zone.
si tu fais de la zone aux Nuggets, tu vas avoir KCP et je sais pas, Michael Porter Jr. qui vont se balader dans ta ligne, dans ta backdoor, quoi, dans ta ligne de fond. Plus tu vas avoir du Jokic et du Murray en train de bricoler en tête de raquette. Ah, ta zone, elle peut vite, elle peut vite être dans la merde. Donc j'y crois pas trop. Je crois plus à des choix tactiques, genre tu vois, c'est pas que tu sacrifies un mec, mais un mec un peu comme avait fait Doc Rivers une fois dans un match de régulière, hein, mais où il avait envoyé PJ Tucker en mission, genre Jokic, tu me le saoules, je veux pas qu'il reçoive trop bien les ballons. Dès qu'il essaie de se mettre dos au panier, tu te mets devant pour gêner, tu le harcèles, tu l'emmerdes, tu le fatigues, tu vois, il peut envoyer justement Caleb Martin dans ce genre de taf, ça se trouve, il peut même demander à Adebayo de le faire, il a quelques joueurs comme ça qui peuvent s'atteler à ce genre de mission. Ça peut être des choix tactiques un peu genre... c'est plus du 5 contre 5. C'est du 4 contre 4. Parce que Nikola Jokic, on va vraiment compliquer son accès au ballon. C'est difficile et tout. Mais ça peut être une option. L'autre option, ça peut être... Le Heat fait très bien ça. C'est par exemple, genre... Le Heat est très fort pour décider quel est le mec adverse qui va devoir prendre les gros tirs. Ils sont très forts pour ça. On l'a vu contre les Celtics. Ils ont fait... Vas-y Marcus Smart. Vas-y mon poteau. Fais des fadeaways. Vas-y, je t'en prie. Prends des tirs dans le corner. C'est quoi si tu les mets? Respect. Formidable. Donc là, je les vois bien. Aaron Gordon, Kentavius s'il n'est pas dans un bon soir. Je vois bien la défense du 8 être très capable d'orienter et de faire en sorte que ça soit pas Murray à 5,50 m en train de les fusiller, quoi. Faisons-nous... Tu vois ce que je veux dire? Nous ont pété la gueule par Bruce Brown. Si c'est le cas, félicitations. Si tu te fais avoir par Bruce Brown et KCP, etc. sur un match, bravo. Mais si c'est le cas sur une série, écoutez, formidable, hein. Ça arrive. Tu peux avoir totalement cette intelligence. Miami montre à chaque fois qu'une série, c'est au minimum 4 matchs, au maximum 7, de 48 minutes. Dans chaque match, il y a une partie d'échec. Entre chaque match, il y a une partie d'échec. Et sur l'ensemble de la série, ils veulent juste avoir pété la dame, bouffer le roi, éliminer tous tes pions. Et puis pour finir, parce que c'est pas forcément que de la défense Miami et de l'attaque Nuggets, Miami en attaque a des cartes à jouer, notamment on sait que Jimmy Butler est un fabuleux bon handler derrière les écrans, et qu'en fonction des joueurs qui vont réussir à lui amener, et ils sont très forts pour ça, ça va lui amener du Michael Porter Jr. et du Jokic, voire du Murray, et ça va être un sujet pour les Nuggets. Bien sûr. C'est un des moyens que le Heat a pour faire déjouer la défense des Nuggets qui, elle aussi, n'a peut-être pas été assez mise à contribution depuis le début des playoffs. Bien sûr. Mais c'est ça le truc, c'est Spoelstra là, et c'est ça qu'il est en train de se demander, c'est sûr. C'est ok, comment je fais déjouer cette machine qui est parfaitement huilée? Puis lui, en termes de challenge, si vous voulez, on lui dit tiens, on va essayer d'affronter Jokic là, qui est à ce niveau-là. Et lui aussi, il prend une bague en tant que coach après un run pareil. Mais il est capable de nous dire tiens, voilà, en fait les gars, vous pensiez pas, mais en termes de match-up, c'est parfait, Kevin Love. Hein? Ouais. Quoi? Genre c'est pas bon, Aaron Gordon, il va pas y arriver avec Kevin Love. En fait, ou sur Jokic, on va dire non, attends, on va mettre Kevin Love, tu bumps, tu lèves les bras, et Adebayo qui est en free safety pour essayer de faire la rotation. Tout à fait. Comme ils l'ont fait précédemment. Spoiler alerte pour Mike Malone. Tous mes respects à Chris Finch. Formidable Darvin Ham, super Monty Williams, là c'est le boss de fin. Tu passes à Eric Spoelstra sur une série en 7, mec, ça forme la jeunesse. Ah non, c'est autre chose, Là pour Mike Malone, ça va être vraiment le... C'est autre chose. C'est Bowser. Là, justement, ça va les faire différents. Les temps avoir pris et tout, ça va pas être les mêmes. Complètement. Donc très très beau challenge en effet pour le Heat. Pour le Heat. Faire déjouer les Nuggets. Tout à fait. Qu'est-ce que t'as, toi? Je vais partir sur un aspect dont on a parlé lors de la série précédente de Boston-Miami, sur la physicalité, le jeu physique au sein de cette série, côté Denver. On a parlé de base en intro et dans les dynamiques du fait que Denver avait un peu plus les jambes, un peu plus d'énergie. On a vu Miami vraiment tirer la langue. Là, on les a vus en fin de série. On a eu Caleb Martin qui a joué comme T-Mac 2003, pas de problème. Mais on a vu aussi que pour Butler, pour Gabe, pour Bam, c'était compliqué. Ils ont vraiment beaucoup donné. Beaucoup de joueurs NBA n'arrêtent pas de rappeler que de se balader à Denver, quand tu as déjà le déplacement, que tu as l'altitude et tout, ça commence à faire beaucoup. Du coup, moi j'attends du côté de Denver une discipline au niveau du jeu physique. Si tu prends poste par poste sur la série, sur quasiment tous les postes, ils sont plus grands. Oui. Jamal Murray par rapport à Gabe Vincent, Aaron Gordon ou KCP par rapport à du Butler, Michael Porter Jr. par rapport à du Caleb Martin et Jokic par rapport à Adebayo. Ouais, ils sont plus grands. Denver est grand. Denver est grand. Alors quand ils affrontaient du Anthony Davis et du LeBron, c'est quand même des beaux bestiaux. Du coup, ça arrivait à se regarder dans les yeux. Ça s'est vu quand même qu'ils étaient grands. Mais contre ça les Lakers. Tout à fait. Et donc du coup, j'attends que Denver ait cette discipline. Combien de fois, toi, Alex, et avec moi,
On a hurlé notamment sur le match de Boston, on disait les gars, allez à l'intérieur, Miami va se faire péter la gueule. Et ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, ils font des bonnes rotations, ils ont fait un Game 7 exceptionnel en termes d'ajustement défensif. Mais Denver doit assurer ses 2 premiers matchs à domicile. Le premier message que tu dois envoyer, et on l'a vu, on a parlé dans la vidéo avant les Games 6 et 7 de Miami-Boston, l'équipe qui arrive à jouer aussi physique, voire plus physique que Miami, elle la met à terre. Parce que Miami, c'est un de ses grands avantages. C'est de dire, nous, on n'a peut-être pas le talent de à droite à gauche. Mais on va vous rentrer dedans. Par contre, sur 48 minutes, on va vous rentrer dedans, on va jouer physique, ça va être chiant. Si tu égales ce niveau d'intensité, tu peux très clairement les avoir. Et donc, du coup, côté Denver, j'attends un jeu physique, impactant, j'attends des pénétrations, donc ne pas settle à 3 points, comme ça a rendu fou avec les Brogdon et compagnie qui ont voulu absolument y arriver quand ça ne rentrait Ils pas. n'ont pas mis assez de variété. Là où C'est Denver, effectivement, est capable, au-delà même de la physicalité et tout, ils sont capables de faire plus de bons choix, d'avoir plus de la bonne variété au bon moment. Exactement. Run de 3e quart-temps de Boston avec Derek White. Pénétration. Il y avait Gabe Vincent sur le terrain, il y est allé, N1, flotteur, N1. Ça veut dire que je compte sur Bruce Brown pour avoir toujours cet impact en pénétration, pour avoir KCP qui va shooter à 3 points, mais qui est aussi capable par expérience de nous faire 2-3 pénétrations en raquette. Aaron Gordon, physique, MPJ, physique, et Jamal Murray. Parce qu'on sait que Jamal Murray et Jokic, souvent ils aiment bien rester sur l'extérieur, avoir ce jeu à 2 un petit peu loin de l'arceau. Là, il va falloir jouer vraiment bully ball. Il va falloir y aller. Tu es plus grand, Jamal Murray, que Gabe Vincent. Il faut que tu puisses appuyer là-dessus. Marcus Smart, tu l'as fait hésiter quand il a post-up du Gabe Vincent pour l'enfoncer. Il faut y aller. Jokic, tu peux le servir dessous. Jokic, il faut que tu punisses. Ouais. Donc vraiment, moi, je pense que si Denver joue joliment, collectivement, fait des beaux systèmes, mais reste sur l'extérieur, ça peut leur porter un peu préjudice par rapport à ce que tu disais. Attention, système défensif de Miami, on va laisser certains nous punir. Donc on va blinder peut-être côté Miami à l'intérieur pour laisser les sanctions éventuelles de certains garçons. Mais Denver ne doit pas se faire avoir à ce jeu-là. Ça va être des espèces de booby traps, un peu des petits pièges posés par Spoelstra. Et je pense que Denver ne doit pas tomber dans cette facilité de pretty basketball. Si c'est le cas, très bien. Mais l'avantage, il est net. T'es plus grand, t'es plus physique, t'es plus costaud, t'es plus en forme. Si Denver reste à l'extérieur, moi je vais péter un câble. Je suis d'accord. Péter un câble. D'autant plus que, comme on l'a vu sur une série Boston-Miami, Miami s'en est assez bien sorti parce que Boston provoquait pas beaucoup de lancers francs. Une équipe qui restait à l'extérieur, qui bombardait à 3 points. Brogdon, White, Smart, Tatum, Brown. Là, Denver doit créer un écart sur ce nombre de lancers provoqués. Ils sont capables. Ils sont capables, c'est sûr. Jeu physique, intensité, bagarre d'entrée. Denver, je les attends Game 1, on l'a dit. Hein. Miami a remporté tous ses Game 1, Denver a remporté tous ses Game 1. Quelqu'un va devoir craquer là ce jeudi soir. Quelqu'un va devoir craquer, exactement. Et Alex va en faire attention à Monsieur le sorcier Spoelstra qui a des petits ajustements défensifs à nous apporter. Comment il va nous faire déjouer tout ça? Et s'il y arrive? Tout à fait. Et je pense qu'il peut y arriver. Ouais. Et si on parlait Factor X? Ouais, c'est bien ça. On sort les jumelles et on va tout de suite se pencher sur le Factor X, un joueur qui va faire la différence. Qui sera votre Factor X de ces finales NBA? Alex, qui est le tien? Kentavious Caldwell-Pope. Ah, KCP. Déjà auteur en 2020 dans la bulle de bonnes finales. Hein? 3e meilleur joueur des Lakers. Ouais, des vraies bonnes finales. Des vraies bonnes finales de 3&D avec un vrai 3 et un vrai D. Et là, c'est ce qu'on va attendre de lui. Il connaît Miami. Il connaît. Il les a déjà joués en 2020, c'était l'adversaire. Il est capable, il va pas museler Jimmy Butler, mais il est capable de le faire chier. Il a l'expérience, il a le physique, il a beaucoup de petites choses, il a l'intelligence de placement et tout. Enfin, il a beaucoup de choses qui peuvent lui permettre de prendre des bons relais en premier rideau sur Jimmy Butler. Ouais. Tâche très très importante si tu veux enrayer la jolie mécanique de l'attaque de Miami. Et de l'autre côté du terrain, je pense qu'il va avoir des tirs ouverts. Ou assez ouverts pour les prendre, quoi, on va dire. Je pense qu'il va faire partie des joueurs où Miami va jamais vouloir se faire sanctionner par Jokic sous le cercle ou Murray à mi-distance ou quoi. Miami va vraiment tout faire pour empêcher ces deux gars de contrôler le tempo offensif et tout. Ouais. Ce qui va forcément, vu la qualité de passe de Murray, et puis alors celle de Jokic, on n'en parle même pas, ça va forcément libérer des espaces, notamment dans les corners ou à 45, comme il affectionne KCP. Il va avoir des shoots ouverts. Et si Kentavious Caldwell-Pope, on verra ce qu'il est capable de faire en défense sur notamment Jimmy Butler ou s'il est envoyé sur d'autres missions, mais je pense qu'il va être pas mal envoyé sur Jimmy Butler. On verra ce qu'il est capable de faire pour le ralentir et tout. Mais si de l'autre côté, quand il est ouvert, il nous en prend, je dis n'importe quoi,
7 par match, puis il en met 3, bah c'est chiant Non, à mourir pour Miami. Parce qu'en fait, c'est un mec tu joues les probabilités, donc c'est un bon shooter, capable d'en mettre, mais tu préfères que ce soit lui plutôt que Murray ou Michael Porter Jr. ou Nikola Jokic. Donc je pense que Kentavious Caldwell-Pope a un double rôle défensif et offensif qui est absolument crucial. Si Caldwell-Pope commence à nous faire une série comme il a fait depuis le début des playoffs, tu sais, 12 points là, 12 points par match avec des pourcentages tout à fait honorables, c'est extrêmement chiant pour Miami. C'est très relou, je suis d'accord. Il avait été très très bon en effet dans la finale en 2001 avec les Lakers. Et puis on le rappelle, en termes de move... En 2020. 2020, ouais, tout à fait. Ouais, t'as dit 2001, je crois. Ouais, 2001, c'était... Parce que 2001, il y avait les Lakers en finale. Avec les fameux Lakers. Il y avait les Lakers en finale. De Kobe et Shaq, tout à fait. KCP énorme. Non, pour le coup, ce move, il y a quelques mois, a été fait pour aujourd'hui. Là. Tout à fait. Denver, ils ont pris KCP contre Will Barton et Monte Morris notamment pour dire excusez-moi, qui a l'expérience des finales NBA dans cet effectif? Ah bah, Kentavious Caldwell-Pope, point barre. Qui? Le tour est vite fait. Hein. KCP, tout à fait. Donc il va falloir qu'il apporte cette expérience. Dans les moments chauds, qu'ils disent les gars, on se calme, on y va. C'est this is the way. Pour tous mes fans de Rien que mettre ses tirs. Rien que mettre ses tirs. Si par exemple Miami passe un peu en zone et qu'ils se servent des mecs comme KCP pour étirer la zone et l'obliger à descendre jusque dans le corner, rien que ça, si KCP met ça, c'est tout de suite, t'es Mike Malone, fait mince, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et il a tendance à chauffer, 36% de réussite contre Minnesota au premier tour à 3 points, 42% de réussite au deuxième tour, 45% de réussite. Il est capable. Donc là, félicitations pour le titre, il était à 50. Il en prend, c'est pas genre il en prend pas 2 par match. Non, c'est ça, il en a pris à peu près 24 par série. Donc 5, 6 par match. 4, 5, 6, ça fait par match, il en met 40%. C'est chaud. C'est chaud, tout à fait. KCP, hyper important. On a beaucoup parlé de Bam Adebayo. C'est encore pour toi, mon poteau. C'est vrai. Je vais partir sur Bam parce que le pauvre, tout le monde parle en effet, et c'est normal, de ce run historique de playoff qui est en train de nous offrir Nikola Jokic. Bon, voilà, il y a à manger, il y a à boire, il y a tout ce qu'il faut pour Bam Adebayo. La série contre Boston a été compliquée. Il a fait quelques bons matchs, notamment en déplacement à Boston en début de série où il a fallu calmer et climatiser le TD Garden. Le premier match de la série, il est lourd. C'était très très lourd de la part de Bam Adebayo. On a vu aussi des gros bas. On était là genre merde, c'est quoi ça? On n'est pas du tout sur le All-Star. Il a fait flipper pendant la remontada de Boston, notamment. Il a fait un peu flipper. On était là genre qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Perte de ballon, manque d'agressivité, patata, qui rentre, c'est compliqué. Denver fait payer tout de suite. Donc attention, Bam, il va falloir être appliqué en attaque. Donc on l'attend sur bien des choses. Avantage pour Bam Adebayo. La série notamment contre Boston, lorsqu'il y avait du Robert Williams, on a vu que ça pouvait faire mal parce que c'est vraiment un pogo stick qui peut monter très haut. C'est pas l'avantage numéro 1 de Denver. Non, il y a Aaron Gordon qui est un bel athlète. Tout à fait. Mais sinon, au poste de pivot pur qui monte jusqu'à l'âge des 24, DeAndre Jordan, il est en RTD depuis 6 mois. Tout à fait. Par contre, ils sont grands. Par contre, ils sont grands. Mais donc, du coup, Bam Adebayo, il y a à la fois une chose qui me fascine, c'est sa match-up potentielle avec Jokic. Donc, comme l'a dit Alex, et à surveiller. Quel type de schéma propose Eric Spoelstra? Est-ce qu'on est sur du man-to-man? À ce moment-là, Bam Adebayo, on est sur un registre qui lui convient un peu plus, c'est-à-dire, certes, joueur formidable et très technique, mais pas qui va le défoncer en vitesse. Tout à fait. Alors attention, Jokic est très épais, on a tendance à le sous-estimer en termes de capacité à enfoncer son défenseur. Il va falloir que Bam soit discipliné et que derrière, il contrôle absolument tout défensivement par rapport aux pénétrations adverses. Parce que j'en ai parlé... Attention, Denver va jouer physique. Ils vont aller vers l'arceau. T'as pas envie de te retrouver dans une série où Denver se dit il faut sortir Bam, parce que quand tu sors Bam, qui ils ont à foutre en protection d'arceau derrière? Il y a Son Père. Et à ce moment-là, si tu dois compter sur Ehud Smith, Caleb Martin, Kevin Love et Neusej pour essayer de protéger la peinture, c'est trop chaud. Et tout à fait, et t'as raison de parler de ça, parce qu'en plus, là, j'étais en train de vérifier pendant que tu parlais, donc Bam, il est listé à 6'9", c'est-à-dire 2m06. C'est le plus petit des forwards de la série. Il est costaud, évidemment, il y a 115 kills, que de muscles élastiques et tout. Aaron Gordon est quasiment aussi grand et aussi costaud que lui. Michael Porter Jr. est moins costaud, mais plus grand. Et Niko Jokic, il est moins athlétique, c'est sûr, mais il est beaucoup plus grand et beaucoup plus gros. Costaud. Donc en fait, il a dans le front de courte 3 mecs
qui vont tous venir le chercher athlétiquement, ce qui était moins le cas par exemple face aux Celtics où tu avais beaucoup de Tatum en 4, Tatum très bel athlète et tout, mais c'est quand même pas c'est pas pareil en taille poids que du Jokic ou du Aaron Gordon. C'est ça. Ça c'est un défi aussi. Hein. Donc très 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 intéressé par la série que va nous proposer Bam Adebayo. C'est passé là, sans une grande finale de conférence. Sans une grande finale de conférence. C'est le 4e meilleur scoreur de Miami sur la finale de conférence, si je dis pas de conneries. Il est à 15 points et 9 rebonds, à 48% au tir sur la finale de conférence. Il y a qui devant lui? Il y a Butler et... Il y a Butler, Martin Butler et Martin. Et il est quasi... il est derrière Gabe Vincent aussi, qui a 16 points de moyenne. Vincent, il a 16 points de moyenne sur les finales de conf, ça c'est un délire aussi. Je pense pas que là tu puisses te permettre face à Denver. Il faut vraiment que Bam Adebayo fasse une série de All-Star en fait. Et puis de l'autre côté du terrain. Mais oui, non, mais bien sûr, c'est ce que je disais, c'est à la fois défensivement, parce qu'il va y avoir des trucs fascinants en fait. Tu sais que Denver, malins comme ils sont, ils vont se dire attends les gars, il faut nous écarter Bam de la raquette. Certes, c'est pas une aubaine à avoir sur un switch, mais il faut qu'on entre dans la raquette parce que là, il y a personne s'il est pas là. Donc il va falloir qu'il soit bon, il va falloir que Spoelstra soit bon, il va falloir qu'il soit discipliné. Attention. Et puis là, si tu fais une série exceptionnelle face à un double MVP qui est sur le run de sa life en playoff. Non, t'as raison, c'est vrai que là où par exemple les Celtics se sont parfois un peu trop entêtés à jouer Bam Adebayo en 1 contre 1 sur certains switches, ce qui est très difficile, même pour des gars à la Tatum ou à la Brown, c'est vrai que Denver, eux, ils sauront faire sortir Bam Adebayo et renverser le jeu, ou en 1 ou 2 passes se retrouver sous le cercle face à Caleb Martin, quoi, qui est un mec qui se bat et tout, mais je sais même pas s'il fait 2 mètres. Franchement, il est pas si grand que ça, Caleb Martin. Non, c'est ça, c'est un petit forward. Donc, Brice, Bam, Adebayo, je l'attends très, 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 très fort. Alex est parti sur KCP. Maintenant, je crois qu'on va devoir... va falloir pronostico, là. Qu'est-ce qu'on fait, alors? On dit l'avenir? Exactement, on va dire l'avenir. C'est l'heure du pronostic time. Dans cette section, c'est très simple. On vous dit ce qui va se passer. Si vous avez suivi les playoffs, vous le savez qu'on a 100% de réussite. Demandez aux fans du 8. Avant ça, on rappelle évidemment les petits messages, Alex, très importants. On ne fait pas les bolos. Exactement, quoi qu'il arrive. Surtout si vous avez par exemple envie de suivre nos préconisations sur le hit. Il ne faut jamais miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Voilà, surtout pas. Tu peux pas? Pronostique pas? La maison sur Caleb Martin, attention, doucement. Voilà. Le type a fait un gros Game 7, on va voir ce qu'il fait derrière. Non mais... Allez-y mollo. Allez-y mollo. Maintenant, qui ira jusqu'au bout? Qui aura une parade? A la bague? Là, on pronostique la bague, là. C'est beau, là. Denver-Miami. Alex, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. On va devoir faire monter le petit bandeau avec ton explication et ton pronostic. 3, 2, 1. Comme vous pouvez le voir sur le magnifique bandeau qui s'affiche là en bas de l'écran, je pense que les Nuggets vont remporter cette dernière série et être champions NBA pour la première fois de leur histoire. Oui, je n'aurais pas pronostiqué Miami une seule fois de tous ces playoffs. Bravo le 8. Les types sont en finale. Au calme, j'ai mis 4-2. Parce que je serais pas surpris que Miami, même si les Nuggets sont très chauds chez eux, moi je serais pas surpris que Miami débarque Game 1 ou même Game 2 et ils en prennent un. Là, un des 2 premiers. Je serais pas surpris, tu vois. Par contre, Miami a aussi montré qu'ils n'étaient pas non plus des grands souverains chez eux. C'est vrai. Et les Nuggets, ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent. Ils jouent le même jeu partout, eux. Ils jouent le même jeu tout le temps. Ils ont, pour moi, cette supériorité athlétique, je sais pas, mais en taille, en longueur, elle est claire. Je pense qu'ils ont plus d'armes offensives. Je pense que le duo Jokic-Murray est complètement dans sa plénitude et va faire beaucoup de problèmes à la défense de Miami qui va se préparer et tout, mais on a à peine parlé de Murray. Gabe Vincent, Kyle Lowry et Max Strus pour essayer d'arrêter ce Murray là. Ce sont des défenseurs intelligents qui vont faire... Ouah, mais ce Murray là... j'ai l'impression qu'il peut vraiment... On a vu Jalen Brunson faire du sale en demi. Quand même. Alors, voilà. Brunson, grand respect à lui. Hein. Il a été très bon et tout, machin. Il est très bon. Il fait une grande saison, Brunson. Bien sûr. Mais je pense que ce que Brunson a fait au hit, Murray peut le faire. Tout à fait. Voire pire. T'étais content d'avoir Marcus Smart et Malcolm Brogdon en finale de conf. Voilà, exactement. Ça sera pas la même. Non, tu pourras pas laisser le meneur adverse dans les corners tout seul, hein, les gars. Enfin, si tu veux, vas-y, hein, mais à mon avis, ça sera pas un bon choix. Et puis, Nikola Jokic, j'admire à fond Butler depuis le début de ses playoffs, même si je suis un peu triste parce que on voit bien qu'il n'est pas tout à fait à 100% sur certaines phases. Au match 7, il s'est un peu tweaké encore la cheville et tout. Jokic,
je sais pas, j'ai l'impression que Jokic, il peut vraiment être le patron de ces finales. Adebayo va faire du boulot et tout, mais il va faire quoi? Il va pas risquer non plus de prendre 15 milliards de fautes. Si Denver commence à jouer en bas sur Jokic, un peu près du cercle, c'est quoi la solution? Donc non, je vois quand même Denver, j'ai mis 4-2, parce que je pense que Denver va donc en perdre un des deux potentiellement chez lui, et que du coup après il y aura un petit jeu de faut regagner à l'extérieur, et Denver finir à Miami, c'est tout à fait envisageable. Donc voilà, la cote à 4,75, je précise, c'est pas la cote la plus probable. Je précise aussi que la cote la plus probable pour voir le Heat gagner, elle est à partir de 7. Hein. En dessous de 7, il n'y a pas de cote sur le Heat, chez nos amis de Paris. Son Miami avait 3% de chance selon ESPN d'aller en finale NBA. Donc ils y sont. Donc en même temps, voilà, les probabilités ont été mises bien à mal. Donc pour Alex, si je récapitule bien, 4-2 Denver, ouais. Nikola Jokic MVP des finales. Oui. Le tableau est prêt. Et une des grandes bagousses de l'histoire. Des playoffs en triple-double pour un pivot avec la bague au bout. Voilà, meilleur passeur, enfin bon, bref. Il y aura peut-être un classement à refaire. Des pourcentages. Parce que les pourcentages. Enfin bref. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Donc, je vois Denver. Je vois Denver. Je ne pronostique pas Miami. Donc, jusqu'à maintenant, ça n'a pas trop réussi. Je vais devoir. Qu'est-ce que t'as, toi, du coup? 4-3. Denver, champion NBA. Donc tu pronostiques pas, Miami non plus. Donc pour la 4e fois en 4 séries, Alex et Bibi pronostiquent contre le Heat. Les fans du Heat sont comme ça. Yes. C'est bon ça. C'est bon ça. Let's go. Ils ont pas pronostiqué sur nous. On va gagner le titre. Pourquoi 4-3? Alex a été très complet. Je pense que Denver est l'équipe la plus complète, la plus en forme, avantage du terrain, et ils ont arguably le meilleur joueur de la série. Ça va se jouer entre Butler et Jokic, mais je pense que voilà, ils cochent toutes les cases. Je vois plus Murray être le meilleur joueur de la série potentiellement que les deux stars, qu'Adebayo. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Donc c'est vraiment un vrai avantage. Ceci étant dit, il y a une case qui ne coche pas. Expérience. Expérience XP. Miami n'en a rien à faire, on l'a dit et répété, pour eux, une série de playoffs, c'est zéro stress, on peut être mené 2-0, on peut être mené 3-1, c'est un match à la fois, c'est des enseignements s'il y a quelque chose qui a pas fonctionné, et aller jouer, mais même dans un stade de 1 million de personnes qui insultent toute leur daronne, ils s'en battent les reins. Cette équipe est capable de gagner dans n'importe quel contexte, et je pense que en termes d'ajustement pur, Spoelstra peut encore une fois nous épater. Donc, on a vu Miami être capable de nous faire non seulement des séries complètes, mais des matchs aussi parfois isolés, où leur adresse à 3 points est telle que grosse adresse à 3 points du Heat plus grosse défense, bah t'es pas dans la merde. Ah, mais c'est sûr. Donc, pour peu que Miami rentre ses shoots, évidemment, avec quelques héros, pour peu que Kyle Lowry trouve son rythme, ça a été compliqué pour lui. Trouve une faille aussi. Que certains trouvent des failles parce que le Heat a compris qu'en fait, là, ça pouvait le faire, que les minutes de Jokic, en fait, elles sont tellement bien appuyées par Spoelstra, avec les petits trucs qu'on a vus. Game 7, il est arrivé. Regardez-moi bien. Allez, hop, Kyle Lowry, Haywood Highsmith, Bam Adebayo, Caleb Martin. Tiens, Gisèle, tu peux descendre, s'il te plaît? Pendant le Game 7, je demande à Bastien, tiens, il va être emmerdé pour faire sortir Adebayo. L'autre, il envoie Highsmith. Il nous a envoyé un 5, il a fait, il n'y a pas de problème, ces minutes-là, on va les gagner. Ouais, Eric Spoelstra est un sorcier, et il est un sorcier expérimenté dans une série où il a cet avantage-là, où il a un franchise player qui est hyper concentré, certes un peu diminué, mais donc je pense que le Heat va faire durer la série le plus longtemps possible. En 7, je veux qu'on commande cette merveille. Donc en 7, ta cote elle est à 4. Si et c'est la meilleure cote, si je dis pas de bêtises. C'est 4-1 Denver la meilleure cote, ah ouais, à 3-10. Ah ok. Wow, c'est la cote la plus probable. C'est 4-1 Denver, la cote la plus probable. Ok, moi je m'étais arrêté à 4. Ah, tu vois, c'est genre le tempérin à la maison, puis après, tu déroules. Ouais. Ah ouais, non, voilà, hein, on me demande, je réponds. C'est la cote la plus probable. Ce qui veut donc dire que nous avons tous les deux Denver champions. Est-ce que les fans des Nuggets sont en train de hurler à la mort? Est-ce que les fans de Miami sont en train de célébrer? Ça, je ne sais pas. C'est toujours des histoires de preview. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va suivre ça de très très près. Game 1, ce jeudi soir, à Denver. 2 premiers matchs à Denver, ensuite 2 matchs suivants à Miami. On fera des petits points tout au long de la série, bien avec sûr, des apéros après 2 matchs, après 4, etc. En espérant qu'il n'y en ait pas que 4. Si ça se trouve, 4, ça sera un débrief de série. Exactement. Et si vous êtes sage, il y en aura peut-être un de commenté. On verra ça avec les voisins. Hein, voilà.
Sur ce, on fait des bisous. Excellente finale NBA à toutes et à tous. Jokic avec une bague, Butler avec une bague. Dites-nous ce que vous en pensez. Pronostic time dans les commentaires. Rendez-vous jeudi soir pour le Game 1. Des bisous à tous et à tous. Ciao. À la prochaine. Ciao.